Bonjour, cette vidéo est une sorte d'annexe au cours de thermodynamique dans laquelle je voudrais proposer un petit calcul de la pression cinétique d'un gaz parfait à l'équilibre thermodynamique. Alors, par gaz parfait, j'entends un gaz dans lequel il n'y a pas d'interaction entre les molécules. Autrement dit, un gaz dans lequel on peut négliger les interactions entre molécules. Et à l'équilibre thermodynamique, cela veut dire que le gaz est thermalisé. Alors c'est un peu contradictoire, en fait, c'est-à-dire que les interactions entre les molécules sont suffisamment rares et peu importantes pour qu'on puisse en fait négliger l'énergie potentielle d'interaction entre les molécules, mais évidemment il y a quand même de temps en temps des chocs qui permettent de thermaliser le gaz, c'est-à-dire de le faire évoluer vers une distribution, vers un état d'équilibre dans lequel la distribution de vitesse n'évolue plus. Et cette distribution de vitesse pour un gaz thermalisé comme ceci est donnée par une gaussienne. Alors donc la vitesse est un vecteur qui a trois composantes suivant trois axes quelconques. Suivant chacun de ces axes, j'ai noté Vx, la vitesse suivant l'axe X. Donc, la vitesse se note Vx, Ux, donc Ux étant le vecteur unitaire suivant l'axe X, plus Vy, Uy, plus Vz, Uz. Voici la vitesse écrite sur une base cartésienne quelconque. Et donc, la distribution de chacune des composantes des vitesses suivant un axe quelconque est une gaussienne avec une probabilité de trouver la vitesse entre Vx et Vx plus dVx qui est proportionnelle à E puissance moins 1,5 de m Vx carré sur kBt dVx. Voilà, donc ça c'est la distribution d'équilibre standard pour un gaz à la température, donc grand T, grandeur physique, température en Kelvin. Voilà. Et Kb est donc la constante de Boltzmann, 1,38 10-23 joules par Kelvin environ. Ok, donc on a un gaz dont les vitesses des particules sont distribuées de cette façon-là, et on voudrait calculer la pression qu'exerce ce gaz sur un récipient qui le contient. D'accord ? Donc il y a des molécules comme ceci sont en fait libres de se déplacer. C'est un gaz parfait, par conséquent il n'y a pas d'interaction particulière entre elles, si ce n'est que pour redistribuer l'énergie et se permettre de se thermaliser. Mais ces particules donc s'ignorent essentiellement, donc pas d'interaction, pas d'énergie potentielle d'interaction entre elles. Simplement elles vont arriver sur les parois et de fait, puisque c'est un contenant, les particules vont rebondir sur les parois, vont rester à l'intérieur du volume considéré bien sûr. Alors je vais considérer également que le gaz à l'intérieur de ce volume est en équilibre thermique avec le contenant, avec les parois en fait, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'échange d'énergie entre le gaz lui-même, les molécules du gaz et les molécules de la paroi, de sorte qu'on va pouvoir considérer que le confinement du gaz dans l'enceinte se fait sans échange d'énergie, tout ça est déjà thermalisé, et donc en fait le rebond des particules sur la paroi va se faire de façon élastique, comme on dit en physique, c'est-à-dire sans perte ni gain d'énergie. Alors si on regarde d'un peu plus près ce qui se passe lors de l'interaction d'une molécule avec la paroi, donc voici la paroi, vous avez donc voilà. Une molécule qui arrive et qui vient rebondir sur la paroi. Alors on va faire l'hypothèse que je vais justifier tout de suite, qu'en fait ce rebond se fait selon les lois de la réflexion standard en optique, c'est-à-dire qu'en fait l'angle ici est le même, l'angle d'incidence, hein, l'angle que fait la direction d'arrivée avec la normale, et l'angle de réflexion, l'angle que fait la direction réfléchie avec la normale, est le même. Ceci revient à dire que, en fait, lors de cette réflexion, il y a
une inversion de la vitesse dans la direction orthogonale à la surface, et les autres composantes de la vitesse ne varient pas. Voyons ce que ça donne plus précisément. Si j'appelle, je vais appeler UX la direction normale à la paroi à cet endroit-là. Évidemment, la paroi peut avoir une forme complexe, mais localement, on peut toujours l'approximer par un plan. Et UX, donc je note X, la direction orthogonale à cette normale. Si vous voulez en 3D, on va faire un YZ, comme ça vous l'imaginez en perspective comme ceci. Enfin bon, j'ai pas besoin de la perspective, je vais garder une composante, donc Z vers le haut, X là, puis Y rentrerait dans le tableau, on représente ça comme ça souvent. Peu importe. Donc voici les axes que je choisis. Donc cette réflexion ici se fait de la façon suivante. Vous avez donc une vitesse incidente, V incidente, qui est donc que je décompose sur ces composantes Vx, Ux, plus Vy, Uy, bon, j'ai déjà écrit, je le réécris là, Vz, Uz, d'accord? Et la vitesse de la particule après réflexion, le ton V réfléchi, eh bien en fait, sa composante suivant X a été inversée, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller par là, elle va vers la droite sur le tableau, elle va vers la gauche, donc j'ai moins Vx, Ux. En revanche, la composante suivant Y est maintenue, et Y comme ceci, la composante suivant Z, ces deux composantes sont maintenues, donc la réflexion consiste uniquement à changer le signe de la composante perpendiculaire à la normale. Donc ceci garantit, vous pouvez regarder, ceci garantit effectivement que l'angle que la réflexion se passe comme en optique sur un miroir, avec le plan d'incidence identique au plan de réflexion et puis les angles égaux. Bien. Alors, comment justifier ça? En fait, en pratique, les choses pourraient être un peu différentes. Il n'est pas exclu que l'interaction de la molécule avec la paroi donne une petite impulsion de plus, mettons là dans la direction moins Z. Mais dans la mesure où on a une situation à l'équilibre, si une molécule est déviée un peu plus vers le bas, il y a forcément une autre qui va être déviée un peu plus vers le haut, puisque sinon, en moyenne, ça voudrait dire qu'il y a une action de la paroi qui donne plus souvent une impulsion vers le bas aux molécules. Donc il y aurait le gaz globalement qui se déplace. Or, on est dans une situation à l'équilibre, hein, ça c'est important. On a notre gaz dans une enceinte, et donc l'effet de la surface ne peut pas être de donner un mouvement d'ensemble systématique aux molécules dans un sens, dans une direction plutôt que dans une autre. Par conséquent, en moyenne, certes, ça va peut-être pas être exactement comme ça ce qui va se passer pour chaque molécule, mais en moyenne, si jamais une molécule est déviée un petit peu plus vers le bas, il y en aura une autre un peu plus vers le haut, et quand on va faire la somme, ce qu'on va faire, parce qu'on va sommer en fait, on va sommer l'action produite par toutes les molécules qui viennent taper sur la paroi, eh bien, en moyenne, donc, toute action suivant l'axe Z ou suivant l'axe Y vont s'annuler. Je peux donc considérer pour chacune des molécules individuellement que tout ce qui se passe, c'est que sa vitesse est réfléchie. Alors pourquoi la vitesse réfléchie a exactement moins Vx par rapport à Vx? Ben justement, comme j'ai supposé, pour prendre en compte la symétrie du problème, que Vy n'était pas changé et que Vz n'était pas changé, si par ailleurs je dis que la réflexion ici, l'interaction entre la molécule et la paroi est élastique, c'est-à-dire ne modifie pas l'énergie, eh bien cela implique que la vitesse réfléchie suivant x soit moins Vx et pas autre chose, tout simplement parce que l'énergie cinétique de la particule incidente, qui vaut simplement 1,5 de m de Vx carré plus Vy carré plus Vz carré, doit être égale à l'énergie cinétique de la molécule réfléchie, qui s'exprime, vous voyez, si je change Vx en moins Vx, je ne change pas, évidemment, le carré de cette composante. Par conséquent, ceci me garantit que l'énergie cinétique de la particule après réflexion est la même qu'avant réflexion, ce qui, à nouveau, vérifie mon hypothèse que j'ai une thermalisation entre le gaz et la paroi. Alors, encore une fois, il est bien sûr en pratique, il n'est pas exclu que, parce que la paroi est aussi composée de molécules qui ont elles-mêmes une agitation thermique,
Et donc, de temps en temps, une molécule de la paroi va arriver dans la direction de la molécule incidente et va communiquer plus d'énergie, donc va augmenter Vx, mais il se passera exactement l'inverse dans un autre cas, c'est-à-dire que de temps en temps, la particule ici va être en train de reculer et va donc plutôt absorber de l'énergie. Tout ça pour dire que cette modélisation ne traduit pas la réalité de ce qui se passe pour chacune des molécules, mais comme de manière générale, il n'y a pas de transfert d'énergie entre la paroi et le gaz, à partir du moment où ils sont thermalisés, eh bien je peux faire cette hypothèse-là et j'aurai le comportement moyen qui est tout ce qui m'intéresse ici. Je veux simplement calculer l'effet moyen des particules sur le gaz. Ok? Donc on va faire cette hypothèse qu'effectivement, pour chacune des molécules, même si ce n'est pas vrai, mais en moyenne, c'est comme si c'était vrai, pour chacune des molécules, ce qui arrive à la vitesse, c'est simplement ceci, un renversement de la composante suivant x, les composantes y et z n'étant pas affectées. Ok? Voilà. Alors maintenant, donc, on va simplement calculer l'effet, on va calculer pour chacune des molécules qui rebondit, quelle est la variation de quantité de mouvement. Voilà, c'est très simple. Je vais noter delta P pour une molécule qui vient rebondir comme ceci. Eh bien, c'est simplement mv réfléchi, la quantité de mouvement après la réflexion, moins mv incidente, la quantité de mouvement avant la réflexion. Donc ça, c'est la variation de quantité de mouvement. Donc, alors, si vous vous souvenez, j'avais ici moins Vx, Ux, et puis plus Y, Vy, etc. Donc la composante suivant Y et Z, dans ce terme-ci et dans ce terme-là sont identiques, donc avec le signe moins ça fait 0, et il reste ici, donc moins 2m Vx, j'ai effacé, j'aurais pas dû, Ux, moins m Vx, j'ai dit quoi, moins m Vx Ux, moins m Vx Ux, ça fait donc moins 2m Vx Ux. Bon, si je n'avais pas effacé, ça aurait été immédiat. Enfin bon, voilà. Il est évident que la variation de quantité de mouvement, c'est moins 2m Vx Ux. Voilà, et ben c'est formidable tout ça. Alors maintenant, je veux... donc ça, c'est ce qui arrive pour une molécule. Je voudrais maintenant savoir combien de molécules vont venir rebondir sur une zone de la paroi ici qui a pour taille, je vais appeler ça delta S. Hein, donc je prends un petit élément de surface sur la paroi. Évidemment, l'enceinte peut être beaucoup plus grande. Je prends un petit élément de surface suffisamment petit pour qu'on puisse considérer que localement la paroi est plane, ce que j'ai supposé ici par hypothèse. Donc j'ai une petite surface ici et ça, c'est ce qui arrive à une particule. Je veux savoir combien de particules pendant un temps delta t, donc pendant delta t, petit, mais peu importe, pendant delta t, dans la mesure où on est à l'équilibre, de toute façon, tout ça va être proportionnel à delta t, on va le voir tout de suite. Pendant delta t, donc, combien de molécules atteignent la paroi, c'est-à-dire rebondissent sur la paroi. Pour qu'elles rebondissent dessus, il suffit qu'elles l'atteignent. Combien de molécules atteignent la paroi? Point d'interrogation. Voilà. Donc c'est ça que je voudrais calculer. Mais en fait, c'est très simple. C'est ça ici. En fait, si vous avez une particule qui se déplace comme ceci à la vitesse Vx Ux, d'accord, suivant l'axe X, qui va vouloir taper ici sur un élément de surface delta S, hein, j'ai simplement grossi ce dessin. Alors là, je représente juste la composante horizontale de la vitesse. Rien n'empêche qu'il y ait une composante verticale ici, puis une composante transverse, dans la direction perpendiculaire au tableau. Mais on a dit qu'il ne se passait rien sur cette composante-là. Bon, j'y reviendrai éventuellement. Donc je considère la partie perpendiculaire à la surface, puisque, oui, c'est peut-être ça que j'aurais dû dire, en fait, les composantes de la vitesse, là, donc, ici on a Vz, Uz, et puis là, perpendiculaire, on a Vy, Uy. Il est évident que ces composantes de la vitesse ne vont pas permettre
aux molécules de rencontrer la surface. Vous pouvez vous déplacer tant que vous voulez dans cette direction-là, c'est pas ça qui vous fera toucher la surface. Donc les particules qui vont rencontrer la surface pendant ΔT le feront en vertu de leur vitesse suivant l'axe X. Et en fait, ces molécules, donc, alors pendant ΔT, toutes les molécules qui vont venir taper la surface seront toutes les molécules qui sont contenues dans ce volume-ci, alors où vous représentez un cylindre comme ceci, d'axe UX, par la direction de UX, et de longueur ici, eh bien, Vx, ΔT. Pourquoi ça? Justement parce que les particules, je parle des particules qui ont la vitesse Vx, les particules qui ont, suivant UX, la vitesse Vx, vont parcourir pendant ΔT une longueur Vx ΔT. Donc si elles sont parties plus près de la paroi, ici c'est la paroi, que Vx ΔT, eh bien elles ont rencontré pendant ΔT, elles ont parcouru Vx ΔT. Celle qui est partie d'ici, elle serait là s'il n'y avait pas eu la paroi, mais justement elle a rebondi. Celle qui est partie d'ici, eh bien elle serait là, mais justement elle a rebondi. En tout cas, toutes ces particules-là ont rencontré la paroi. Par contre, pour les particules qui étaient au-delà de cette distance Vx ΔT, eh bien pendant ΔT, elles ont parcouru Vx ΔT et elles n'ont pas encore atteint la paroi. Autrement dit, les particules de composantes de vitesse Vx suivant Ux qui ont atteint la paroi sont celles qui sont contenues dans ce cylindre de surface de base ΔS et de longueur Vx ΔT. Alors, quel est le volume de ce cylindre? Eh bien, le volume, je peux noter ΔV, c'est simplement la surface fois Vx ΔT. La surface fois la longueur, encore le volume d'un cylindre. OK? Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à compter combien j'ai de particules ayant la vitesse Vx dans ce volume. Alors, allons-y. Alors, c'est là que je vais faire intervenir la distribution de vitesse des particules. Donc, je l'ai effacé, je rappelle la probabilité d'avoir une vitesse entre Vx et Vx plus dVx. Hein, donc, d'avoir la vitesse Vx à dVx près. dVx étant un élément infinitésimal, qu'on fait tendre vers 0 dans cette formulation. Enfin bon, c'est la distribution, c'est la représentation habituelle d'une distribution continue. Donc je vous rappelle, ça. Donc c'était proportionnel. Alors cette constante de proportionnalité, je vais la donner en toutes lettres cette fois-ci. Voilà, e puissance moins 1,5 de m dx carré sur kBt. Donc ça c'est la distribution de Maxwell-Boltzmann. Je ne reviens pas là-dessus, je suppose ça connu. Pardon, b de Vx. Donc ça, c'est la probabilité pour une particule d'avoir la vitesse entre Vx et Vx plus dVx. Alors maintenant, dans le gaz, je vais supposer que j'ai grand N molécules au total. Si chacune a cette probabilité-là d'avoir la vitesse Vx à dVx près, eh bien, au total, le nombre de molécules qui ont cette vitesse-là, c'est grand N fois ça, évidemment. Hein, donc, le nombre de molécules concernées à la vitesse Vx, c'est simplement donc ce nombre-là. Ça, c'est la constante numérique simplement qui permet que la somme des probabilités fasse 1. Hein. Si vous sommez ça de moins l'infini à plus l'infini sur Vx, eh bien, ça fait 1. C'est d'où l'origine de ce facteur de normalisation. Donc on a dn, le nombre de particules à la bonne vitesse, entre Vx et Vx plus Vx, c'est ça, fois grand N. Je vais mettre grand N ici, et fois e puissance moins 1,5 de m Vx carré sur kBt, fois dVx. Hein, voilà. Entre Vx et dVx, voilà le nombre de molécules qu'on a. Bon, eh bien c'est simple maintenant, parce que chacune de ces molécules
a subi une variation de quantité de mouvement, je vais passer là, delta P, dont on a vu que c'était moins 2m Vx Ux. Ça, c'est pour chacune des molécules qui a la vitesse Vx, enfin, la composante de vitesse Vx suivant l'axe Ux. Et comme au total j'en ai ça, donc la quantité de mouvement totale, la variation totale de la quantité de mouvement de toutes les particules, donc ça je vais mettre une molécule, et là je vais mettre toutes les molécules ayant interagi ou ayant rebondi sur la paroi, si on veut. Ok, donc c'est simplement combien il y en a fois la variation de quantité de mouvement pour chacune d'elles. Donc allons-y. Alors, pardon. Ok. Un truc intermédiaire. Donc ça, c'est le nombre total de molécules qui a la bonne vitesse dans tout le volume du gaz, dans toute l'enceinte. Maintenant, j'ai dit que celles qui vont interagir avec la surface, ce n'est pas toutes les molécules du gaz, c'est celles qui sont dans ce volume-là. Alors combien il y en a? Bien, ça, c'est ce qu'il y a dans tout le volume que je note grand V, le volume total de confinement du gaz, ok? Et donc, dans une fraction, dans le volume seulement delta V, j'en ai combien? Eh bien, j'en ai ça fois delta V sur V. C'est la règle de 3 la plus simple du monde. Hein? Donc, j'ai le nombre de particules concernées ici par le rebond, c'est tout ça, là, fois delta V sur V. Ok? Alors allons-y, mon tableau est un peu petit, on y va. J'ai donc, alors ça c'est le nombre de molécules. Alors racine de m sur le dt kbt. Je vais laisser, voilà, 1/2 de m vx carré sur kbt. Donc ça c'est la partie ici, voilà. d de Vx, ok. Alors, et maintenant, je dis donc fois delta V sur V. Hein. La fraction qu'il y a dans le volume delta V, sachant qu'il y a tout ça dans grand V, c'est tout ça fois delta V sur grand V si la distribution est homogène, ce qui est le cas. Donc delta V, je vais le réécrire directement là. Donc delta S Vx delta T, delta S Vx delta T, divisé par grand V, le volume total. Ah, et puis j'ai oublié le grand N ici. Voilà. Donc voilà exactement, ça c'est le nombre de molécules concernées, nombre de molécules ayant rebondi, d'accord? Et chacune qui a rebondi a une variation de quantité de mouvement de moins 2m delta x. Donc le delta P total ici, c'est le nombre qui a rebondi fois combien chacune, de combien la quantité de mouvement a varié par chacune, donc 2m Vx Ux. Ok, donc fois ça. Voilà la variation totale des particules, alors seulement des molécules ayant rebondi et qui ont Vx, qui ont la composante suivant x de leur vitesse entre, je vais le mettre comme ça, entre Vx et Vx plus dVx. Ok? Voilà. Donc ça, c'est la variation de quantité de mouvement de toutes les molécules qui ont rebondi sur la paroi pendant delta t et qui avaient pour leur vitesse, leur composante de vitesse suivant x entre Vx et Vx plus dVx. C'est un peu dur à dire en français, mais enfin mathématiquement c'est très simple. Voilà l'expression qu'on obtient.
Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est comme ça c'est la distribution des vitesses, et puis ça c'est la variation de quantité de mouvement, et puis ça c'est la fraction des molécules qui sont dans le bon volume pour aller rebondir sur la paroi. Voilà. Et donc maintenant, ça c'est pour ce qui concerne les molécules dans cette gamme, dans cet intervalle de vitesse. J'ai simplement, maintenant si je veux la variation totale de quantité de mouvement de toutes les molécules, quelle que soit leur vitesse, lors de leur rebond sur la paroi, j'ai qu'à intégrer ça sur toutes les vitesses possibles. D'accord? Et donc, le delta P total, si je puis dire, là c'est le total, mais uniquement là-dedans, donc ça reste un élément différentiel, bon, la notation n'est pas extraordinaire. Je vais mettre, voilà, soit bien explicite, ça c'est le total, voilà, toutes les molécules à toutes les vitesses qui ont rebondi sur la paroi. Ça fait donc l'intégrale de ce truc-là, je mets des guillemets, voilà, sur l'intégrale de tout ça, fois l'élément ici infinitésimal est déjà là. Hein. Donc c'est vraiment, peut-être, écoutez, ça va être plus simple, je vais faire ça comme ça, le delta P total égale la somme. Alors, je somme d'où à où? Alors attention, il faut que je somme, implicitement, j'ai pris la paroi ici, j'ai considéré, je prends des particules qui vont rencontrer la surface qui était dans ce volume-là, hein, n'est-ce pas, de taille Vx delta T. Il est évident que je ne dois sommer qu'à partir de Vx égale 0 jusqu'à l'infini, c'est-à-dire si Vx est négatif, évidemment les particules ne vont jamais rencontrer, la surface, si elle part dans l'autre sens. Hein. Donc voilà, je somme de Vx égale 0. Alors évidemment, si Vx est petit, le volume concerné est tout petit, hein, mais si Vx tend vers l'infini, le volume concerné tend en principe vers l'infini. Ce n'est pas très physique, mais de toute façon, cette exponentielle décroissante décroît très très vite, au-delà d'une vitesse qui est de l'ordre telle que l'énergie cinétique soit de l'ordre de kBt. Donc voilà en tout cas le calcul qu'on obtient. Alors ça, on peut isoler les termes. Alors là, il y a beaucoup de choses constantes. On va sortir de l'intégrale. Alors il y a une racine de m sur 2pi kBt. Ok, ça je l'ai sorti. Il y a un grand N sur V. Ok, c'est-à-dire c'est la densité de particules, le nombre total de particules divisé par le volume total. Okay. Je vais noter M0, densité de particules. J'ai un delta S qui sort, c'est juste la surface sur laquelle on vient taper. Delta T, c'est le temps pendant lequel on regarde. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ici un moins 2m aussi. Et puis le reste, ce sont des choses qui dépendent de x. Alors j'ai un Vx ici et un Vx carré. Donc j'ai la somme de Vx carré. Écoutez, je vais laisser le m dedans, ça va être joli. Je vais faire somme de m. Je vais même faire la somme de 1,5 de mv2. Puis du coup, il faut que je mette ici moins 4. Je vais mettre le moins là, voilà, 4. 1,5 de mv2, enfin Vx carré. E puissance de moins 1,5 de m Vx carré sur kBt, d de Vx, et tout ça suivant le vecteur unitaire Ux qui était là, hein, donc c'est le vecteur normal à la surface. Et ben voilà, c'est joli tout ça. Donc, ce que vous voyez finalement, c'est que bon, il y a des constantes, et puis il y a cette intégrale dans laquelle la variable d'intégration est la composante de la vitesse suivant x. Mais cette intégrale, c'est une intégrale gaussienne bien connue, vous pouvez regarder dans vos cours de maths ou sur internet, n'importe où. Alors, je somme de 0 à l'infini. Et ceci fait très exactement... Bon, alors il faut le faire, ça va éliminer... Écoutez, je vais comment on va faire je vais vous dire ce que ça fait. On va finir le pré-calcul et puis je vais vous dire ce que ça fait. Donc allons-y, on est d'accord, ça c'est l'intégrale que j'ai simplement réécrite ici, j'ai encore rien calculé, mais je l'ai réécrite pour faire sortir les termes constants. Donc ce que vous voyez, c'est que vous avez une variation de la quantité de mouvement pendant delta t total,
des molécules pendant delta t qui vaut ça. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est des forces. Qu'est-ce qu'une force? Eh bien, comme vous le savez, la loi de Newton nous dit que dp sur dt égale la force, ou la somme des forces, la résultante des forces. Donc, en fait, et on va faire intervenir aussi ce qu'on appelle la troisième loi de Newton, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une molécule reçoit une force, une molécule change sa quantité de mouvement, donc elle subit une force pendant le temps du contact. À chaque fois qu'une molécule subit une force de la part de la paroi, elle exerce aussi sur la paroi une force, laquelle? Exactement l'opposé, bien sûr. Action égale moins réaction. Donc, cette variation totale de quantité de mouvement pendant delta t correspond à une force, voilà, la force subie par l'ensemble des particules qui rebondissent sur la paroi pendant delta t. Cette force totale, c'est quoi? Eh bien, c'est delta P sur delta T. Alors, la notation n'est pas géniale, ça aurait peut-être été bien si j'avais mis un petit delta plutôt qu'un grand delta. Enfin, peu importe. Donc, c'est la variation de quantité de mouvement divisée par le temps que ça a pris. C'est ça la force, plus exactement, c'est ça la force moyenne subie par l'ensemble des molécules. Chaque molécule reçoit sa propre force. J'ai déjà indiqué comment transformer Vx en moins Vx pour le rebond. On revenait déjà de toute façon à faire des moyennes. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la force moyenne subie par les molécules. Je rappelle qu'il y a des milliards de molécules qui interagissent toutes les microsecondes avec la paroi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est évidemment uniquement la moyenne. Donc, cette force, eh bien, c'est delta P, ce que je viens de calculer ici, divisé par delta T. Alors, on est content de voir qu'il y a ici un truc qui est proportionnel à delta T. Donc, quand on va diviser par delta T, c'est bien, le delta T va partir, et il va donc rester, alors, ce N0 là, ok, fois l'élément de surface, fois tout un truc là, qui dépend manifestement que de la température et de la masse des particules. Donc là, il y a la masse des molécules, la température, ici la masse, ici la température. Il se trouve que la masse s'en va, on va le voir tout de suite. Et Vx, ici, la vitesse n'est plus, c'est plus une variable puisqu'on intègre sur la vitesse. Hein. Donc ici, on a un certain nombre qui est juste cette intégrale, il suffit de la faire, fois, suivant le vecteur Ux. Eh bien, je prétends, vous regarderez que cette intégrale vaut très exactement KB fois T. Voilà. Vous calculez cette intégrale, peut-être je donnerai un complément après sur les intégrales gaussiennes. Si vous calculez cette intégrale, ça fait KBT, enfin, croyez-moi, ça fait plus d'un siècle et demi qu'on sait ça. Voilà, vous calculez ce truc-là, ça fait KBT. Vous avez donc KB la constante de Boltzmann et T la température. Eh bien, en fait, voilà, on a terminé. On a calculé... pardon, il y a le signe- que j'ai oublié ici. On a calculé, donc, la moyenne de la force globale subie par toutes les molécules qui vont rebondir sur la paroi. Et par conséquent, maintenant, quelle est la force exercée par les molécules sur la paroi? Eh bien, exactement l'opposé de ça. Donc, je vais effacer ça maintenant. La force moyenne exercée sur la paroi par l'ensemble des molécules qui rebondissent. Oui, alors le pendant delta T, j'avais mis... Oui, l'ensemble, le par delta T est déjà pris là, hein, parce que c'est la variation de quantité de mouvement par unité de temps, c'est ça la force. Hein, excusez-moi, il n'y avait pas de par delta T ici. Donc, la force subie par l'ensemble des molécules qui rebondissent pendant delta T, enfin, qui rebondissent sur la paroi, oui, pendant un temps donné, c'est ça. Et donc, la force exercée sur la paroi par l'ensemble des particules qui rebondissent au fil du temps, en fait, hein, sur delta T dit ça, c'est simplement l'opposé de ceci. Et donc, ici, donc, voilà, c'est égal à plus N0. Il y avait le moins, et maintenant c'est plus, c'est juste action et réaction. D'accord? Donc voilà la force en question. Et ce qu'on voit,
c'est que la force est proportionnelle à l'élément de surface, c'est-à-dire sur une surface 2 fois plus grande, bah oui, il y a 2 fois plus de molécules qui rebondissent, et donc la force est 2 fois plus grande. Donc ça, c'est tout à fait naturel. On est content de trouver évidemment que la force est proportionnelle à la surface. Et le coefficient de proportionnalité, par ailleurs, on voit que la force est dirigée suivant la normale à la surface. D'accord? Dirigée, donc la force est proportionnelle à la surface en norme. Et dirigée suivant, ici UX, je vais le noter U orthogonal, c'est-à-dire le vecteur unitaire orthogonal à la surface, et a pour norme, le coefficient de proportionnalité, eh bien c'est N0 KBT. Eh bien ceci est la définition de la pression. La pression est définie par la force sur un élément de surface ds est égale à P ds U orthogonal. Ceci est la définition de la pression. Vous voyez, hein, lorsque la force est proportionnelle à l'élément de surface, on a affaire à une pression, et on appelle pression ce coefficient de proportionnalité. Encore une fois, c'est tout naturel ici que la force soit proportionnelle à la surface, puisque sur une surface k fois plus grande, il y a k fois plus de particules qui rebondissent, et donc qui exercent une force k fois plus grande. C'est tout à fait naturel. Et bien voilà, donc la pression, et on a identifié par ce calcul, qu'on a mené donc de bout en bout, sauf l'intégrale, qui est simplement des mathématiques, que vous pouvez trouver partout, éventuellement je vous le démontrerai un autre jour, on a trouvé donc finalement que cette force de pression s'exerce orthogonalement à la surface et proportionnelle à la surface avec le coefficient de proportionnalité qu'on appelle pression équivaut N0 KBT. Voilà. Où N0 est la densité de particules. Où KB est la constante de Boltzmann. D'accord, bon, je ne l'écris pas. Et T, la température du gaz, qui caractérise donc la distribution de vitesse des particules dans le gaz. Donc j'ai juste supposé que les molécules étaient thermalisées dans le gaz et qu'elles étaient indépendantes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interaction entre les molécules. J'ai juste calculé donc, ce qu'on appelle la pression cinétique, simplement liée au rebond des molécules sur la paroi thermalisée. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pression cinétique. Du gaz parfait, en l'occurrence. Donc parfait, encore une fois, parce qu'il n'y a pas ces interactions entre les molécules. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, eh bien, de là, on déduit maintenant l'équation d'état, la fameuse équation d'état des gaz parfaits. Comment? Bah, simplement, il suffit de noter que N0, la densité de particules, d'ailleurs, c'est ça que j'avais au départ, c'est simplement le nombre de particules divisé par leur volume, bien sûr. Et donc, si je remplace N0 par N sur V, je vois que j'ai PV qui vaut grand N le nombre de particules fois KB fois T. Alors souvent, donc ça c'est l'équation d'état des gaz parfaits, c'est juste, ça découle du calcul de la pression cinétique, qui est la seule pression pour un gaz parfait, puisqu'il n'y a pas d'interaction par ailleurs entre les molécules, donc ce sont les seules interactions qu'il y a, ou disons elles sont négligeables. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ceci est l'équation d'état qu'on connaît plus généralement, qu'on connaît généralement sous une forme un petit peu différente, dans laquelle on écrit, donc on transforme le nombre de particules en nombre de moles. On écrit que le nombre de particules total, c'est le nombre de moles fois le nombre de particules dans une mole, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro. Hein. D'Avogadro. On a donc PV qui vaut le nombre de moles, alors là je le note ici, le nombre de moles, à ne pas confondre avec ce N0 là qui est la densité de particules, ça c'est le nombre de particules divisé par le volume, et ici c'est juste le nombre de moles, donc c'est un nombre sans dimension, le nombre de moles fois le nombre de molécules dans une mole, donc voilà, fois le nombre d'Avogadro fois KB la constante de Boltzmann fois T, eh bien, on reconnaît ici l'équation des gaz parfaits à condition d'identifier que Na fois Kb, le nombre d'Avogadro fois la constante de Boltzmann, c'est la constante des gaz parfaits
qui a été déterminé empiriquement bien avant qu'on fasse de la théorie cinétique des gaz en prenant en compte les molécules individuellement, bien avant qu'on comprenne ce que c'est que la température, la pression, etc. Hein. Mais en tout cas, donc on retrouve cette loi comme tout à fait naturelle. C'est un simple calcul de la pression, c'est-à-dire de la force exercée par le gaz sur la paroi, via la force exercée par la paroi sur le gaz, c'est évidemment pareil, enfin opposé. Par ce simple calcul, on démontre, on calcule l'équation des gaz, l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale nRT. Hein, vous faites bien attention que petit n ici, c'est pas la densité, c'est le nombre de moles, hein, tout simplement. Voilà, donc numériquement, le nombre d'Avogadro, c'est à peu près 6, 10 puissance 23. La constante de Boltzmann, c'est à peu près 1,38, 10, moins 23 joules par Kelvin. Hein, c'est le facteur de conversion entre les degrés Kelvin, qui mesurent la température, et les joules, qui mesurent donc l'énergie d'énergie. Ceci est un nombre sans dimension, c'est juste le nombre de molécules qu'il y a dans une mole, ou le nombre de n'importe quoi qu'il y a dans une mole de ce n'importe quoi. Et puis, voilà, donc R, la constante des gaz parfaits, eh bien, c'est le produit des deux. Et vous voyez que ça fait le facteur bien connu. On note toujours 8,31 ici, le SI étant donné ici. Donc, voilà. Donc on a calculé cette équation d'état des gaz parfaits à travers le calcul de la pression cinétique. Donc souvenons-nous-en, P égale NKBT. Voilà. Ou N0 KBT. C'est pas le même N ici. Hein. Ça, c'est encore une fois, c'est la densité de particules, constante de Boltzmann, température. Voilà, la pression est proportionnelle à la température et à la densité de particules. Voilà. J'espère que c'était pas trop confus, le tableau est petit. Eh bien, à bientôt. Amusez-vous bien.